Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui va avoir des impacts très forts sur les systèmes d'information. Cette vulnérabilité s'appelle Log4Shell. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Vladimir, cette vulnérabilité, elle touche quelle brique logicielle ? Alors, cette vulnérabilité touche une librairie qui s'appelle Log4j, Log4j, qui est une librairie très utilisée qui permet juste de gérer les logs des applications Java, qui généralement remplace la librairie classique Java Util Logging parce qu'elle permet plein de fonctionnalités, d'alerting, d'envoyer par mail, etc. Enfin, voilà. Et en fait, cette librairie, elle a une particularité, c'est que donc elle va écrire des chaînes de caractères, mais dans ces chaînes de caractères, elle va y rechercher des variables, donc accolade quelque chose, accolade fermente, et pour essayer de les interpréter puis les afficher dans la log qui sera écrite sur le disque. Et en particulier, elle supporte les JNDI, donc les Java Naming and Directory Interface, qui sont les sortes d'interfaces qui permettent d'aller récupérer du contenu, en particulier des classes Java, sur le réseau. Et donc en fait, si tu mets ta variable avec un chemin JNDI, tu peux aller chercher quelque chose. Si tu contrôles le nom de domaine que tu mets dans le chemin JNDI, tu peux aller chercher une classe Java potentiellement sur Internet. Et JNDI est très généreux parce qu'il supporte DNS, LDAP, RMI, Corba, plein de trucs comme ça. Et c'est de là que vient la vulnérabilité. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas de vulnérabilité immédiate, c'est juste que tu as un moteur de templating, alors je ne sais pas comment on dit en français, qui va prendre en fait un lien vers un serveur qui, lui, va pouvoir servir du bytecode Java qui va être désérialisé et s'exécuter, en gros, pour simplifier. Donc, potentiellement, la faille n'est pas directement exploitable, elle a besoin d'aller télécharger depuis quelque part un code qui, lui, va s'exécuter. Par contre, c'est 100% fiable. C'est-à-dire que comme après, c'est du bytecode Java qui est envoyé, ça marche du premier coup. Il n'y a pas d'histoire de SLR, de heap overflow, etc. Quoi. C'est hyper stable. One shoot, one kill. De commande, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est assez typique de vulnérabilité où il y a des handlers de protocole. On en a vu tout un tas ces derniers temps. C'est-à-dire des vulnérabilités où quelque part, dans une chaîne de caractères, on va chercher à résoudre une adresse vers un autre service. Et ça, typiquement, c'est vulnérable parce que souvent, ce sont des services qui sont faits pour être accédés localement ou dans une zone sécurisée, donc avec peu de sécurité. Et là, on a la jonction d'un côté, on a Sun qui a développé, enfin peut-être Oracle, je ne sais pas à quelle époque c'est apparu, mais l'idée que quand on allait interroger un annuaire, on voulait récupérer un objet Java. Et il y a même des extensions qui permettent de pousser des champs qui sont directement du code Java pour une méthode. De l'autre côté, l'idée qu'on puisse résoudre ces adresses-là pour directement récupérer le contenu de l'objet dans une chaîne de caractères, et le fait que cette librairie fondamentale de Java soit utilisée dans la librairie Log4j pour écrire des journaux, et donc déclencher tout ce mécanisme qui finalement, j'imagine qu'il y a très peu d'usages légitimes dans le cadre de l'utilisation de Log4j, mais c'est un bagage qui vient avec l'interpolation de chaînes dans le monde Java. Et ça peut même poser la question de savoir quels sont tous les autres endroits où ce truc est utilisé et où des chaînes de caractères peuvent venir de l'extérieur, parce que je pense qu'il va y avoir une série de failles sur le sujet, ce ne sera pas que Log4j. Et sachant que dès 2016, il y avait une présentation à la Black Hat d'un chercheur qui présentait justement comment exécuter du code à partir des chemins JNDI. Mais en fait, il n'y a pas de vulnérabilité parce que normalement, tout serveur est cloisonné et avec un filtrage strict qui ne laisse aucun flux sortir vers l'extérieur. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Non, mais alors ça, c'est pas vrai, parce que ce genre de logiciel peut se retrouver dans des frontaux web, Internet, dans à des endroits qui ont légitimement accès à Internet. Effectivement, sur un système complètement en back-end, tu pourrais ne pas avoir de route par défaut, comme disait un vieux de la vieille qui voulait, qui considérait que c'était une mesure de protection. Mais effectivement, il y a des systèmes exposés sur Internet, écrits en Java, qui ont légitimement besoin d'y accéder. Et en plus, on n'est pas limité au port par défaut de LDAP. Alors, on peut faire du LDAP ou du RMI, mais en plus, on peut arbitrairement changer le port, et donc on peut imaginer passer par le 443 ou par le port 80 pour les cas où il y a des limitations de connexion. Et il y a un autre point intéressant,
c'est que ça peut détonner dans toute la profondeur de la chaîne de traitement. C'est-à-dire que si votre application elle est écrite en Python, mais qu'elle utilise un back-end de stockage, je sais pas, Lucene par exemple, qui est un moteur de stockage full text qui est utilisé par Elasticsearch, et que quelque part vous écrivez des requêtes dedans qui sont loguées par Lucene, eh bien vous pouvez faire détonner l'exploitation sur le serveur qui contient la base Lucene. Si vous avez un back-end classique qui fait pas du Java, mais que vous faites l'administration avec un logiciel qui est écrit en Java, eh bien il y a des chances qu'on puisse détonner dans le logiciel qui est écrit en Java. Et donc c'est pas votre application de front-end, c'est pas votre application de back-end, c'est l'application qui est utilisée pour l'administration qui peut être attaquée. Donc c'est intéressant parce que c'est une vulnérabilité qui peut traverser toute la pile logicielle. Ouais, pour le dire autrement, si tu as un SOC qui centralise toutes tes logs dans une zone cloisonnée, etc., tu peux exécuter du code sur le SIEM de ton SOC, enfin du SOC de ta cible. S'il arrive à le récupérer. Oui. Et sachant que quand tu vois le périmètre vulnérable, c'est hallucinant. Il y a SweetHack qui maintient un GitHub avec la liste de tout ce qui est vulnérable, mais faut prendre une bonne respiration avant d'aller sur le site. Hein. Parce que tu vois, tu as du Splunk, de l'Elasticsearch, iCloud, Azure, AWS, S3. J'ai vu un tweet passer tout à l'heure, S3 confirmé. VMware, Cisco, les produits VMware, Cisco. Alors, par exemple, il y a tous les socles vPsphere. Toutes les interfaces de gestion vSphere, c'est du Java, c'est vulnérable. Et ça veut dire rebooter les hyperviseurs. Alors, est-ce que pour qu'un attaquant puisse profiter de la vulnérabilité, comment il doit s'y prendre ? C'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait, la version la plus commune, c'est je fais une requête web vers une cible et je mets ma charge utile, mon payload, dans par exemple ma requête ou dans un en-tête qui va être logué. Mais tu peux aller beaucoup plus loin de ça. Tu peux potentiellement, j'ai vu des gens qui disaient, tu peux écrire ton payload, ta charge utile dans un fichier robots.txt sur ton site web. Tu peux mettre ça dans un enregistrement DNS type TXT. Tu peux même mettre ça dans des en-têtes de ton mail qui vont être traitées et ensuite loguées, ou même dans l'adresse mail, parce que j'ai vu une démo sur Twitter. Tu peux avoir un lien JNDI qui exploite la vulnérabilité. Et utiliser ça dans un mail valide au sens de la RFC 822. Tu peux utiliser ça dans un identifiant, dans un mot de passe, dans des champs de certificats SSL-TLS, plus rigolo, dans le BSSID d'un Wi-Fi. Et comme ça, quand un iPhone, par exemple, va se connecter ou va voir un Wi-Fi, il va récupérer le nom, l'envoyer chez iCloud et bim, exécution de code, de Java. Tu peux le mettre sur du Bluetooth, sur le nom de ton Bluetooth. Tu peux le mettre sur les métadonnées de tes images, dans les métadonnées de tes PDF, de tes docs, de tes Excel. Enfin, le périmètre est ultra large. Alors, à partir du moment où il y a n'importe quel système en Java quelque part dans la chaîne de traitement qui va loguer ton champ, qui va faire un printf de ton champ pour l'écrire dans un fichier de log, ce système-là va avoir une exécution de commande. Va pouvoir connecter, va tenter de résoudre une adresse externe pour télécharger et exécuter quelque chose. Alors, comment je peux faire pour savoir quels sont les composants logiciels et matériels dans mon infrastructure qui ont cette fameuse bibliothèque Log4j et donc, qu'est-ce qui est vulnérable chez moi ? C'est pas simple du tout. Déjà, tu peux regarder effectivement le GitHub de SweetHack. Après, il faut aller regarder un peu à la mano. Enfin, déjà, si tu as des éditeurs, c'est interroger tous tes éditeurs. Si ce sont des applications que tu as développées toi-même, il faut les regarder dedans. Si ce sont des applications développées par des agences et choses comme ça, il faut les interroger. Enfin, c'est hyper compliqué. Alors, il y a plusieurs trucs quand même. Les versions vraiment anciennes de Log4j sont pas vulnérables. En particulier, il y a eu un tweet maladroit d'un des développeurs qui disait que la version 1 était probablement vulnérable et c'est pas le cas. Mais ensuite, il y a une mauvaise pratique qui là va jouer, c'est que il arrive souvent que dans les déploiements, les gens déploient sur le serveur tout un répertoire de jars et qui soit utilisé ou pas. Les jars sont les fichiers qui contiennent les bibliothèques Java. Et donc, c'est pas en regardant si la bibliothèque est présente sur le serveur qu'on sait si elle est vraiment utilisée ou pas, parce qu'il y a des mauvaises pratiques en la matière. Donc, souvent, la façon la plus simple, sauf si le produit est déjà identifié, c'est directement de tester, mais le problème, c'est que c'est difficile de tester tous les champs potentiels. Et donc, ça va être un boulot de fond, ça va être un gros boulot. Et là, on se retrouve à commencer les 2 semaines avant Noël, à devoir mettre à jour une quantité colossale d'applications et d'infrastructures, c'est-à-dire que même si on a des applications qui sont pas vulnérables et que l'infrastructure sur laquelle ils reposent va falloir mettre à jour ça.
et avec une capacité d'inventaire, en particulier sur les applications maison, qui va être assez limitée. Donc, ça va être compliqué. À part à grepper dans les codes sources, ça va être compliqué. Freeze, là, pour Noël. Pour moi, c'est pas les applications maison qui posent problème, parce que finalement, avec un grep sur un jar, tu peux trouver le nom de la lib dans une string et c'est dans une chaîne de caractères, et ça va sortir. Que tu as la maîtrise de toutes tes applis, que tu as le référentiel exact de où sont toutes tes applis, avec quoi elles sont développées. Mais ça, tu peux, je veux dire, tu lances un hunting sur ton parc, tu lui dis donne-moi tous les points jars que tu trouves sur des disques durs. Mais non, mais ça justement, ça marche pas parce que les mecs déploient des points jars qu'ils n'utilisent pas. Ah oui, d'accord, mais tu vas avoir des faux positifs. Il y a des pratiques de déploiement qui sont les développeurs ont des IDE qui téléchargent des jars, et pour que l'application marche, on pousse tous les jars du répertoire, ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on trouve 4 versions différentes de la même librairie. Et en fait, c'est difficile de se baser juste sur les jars. Il faut identifier ceux qui sont vraiment utilisés, ou aller effectivement repartir des WAR sur les serveurs d'application, puis redescendre vers les jars, et ainsi de suite. C'est faisable, c'est automatisable, mais c'est non trivial. Mais il y a une partie que tu maîtrises pas du tout, c'est toute la partie appliance, backend, c'est-à-dire potentiellement tous les services qui ont une partie déportée dans le cloud. Par exemple, ton antivirus, il va scanner un truc chez toi, il va faire une requête au cloud pour savoir si c'est connu. Potentiellement, cette partie admin dans le cloud via une interface web va être exploitable sans que tu puisses le savoir. Tu n'as aucune idée de s'ils utilisent Log4j chez ton provider. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de faux positif ou faux négatif. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Et tu dois prier pour que tous tes fournisseurs et tous tes sous-traitants à qui t'envoie de la donnée d'une manière ou d'une autre, se mettent à jour. Oui, et on sait, il y a un certain nombre d'éditeurs d'EDR qui ont déjà communiqué sur le fait qu'il y avait des vulnérabilités dans leur infrastructure de traitement. Donc c'est un cas où quelqu'un qui serait hostile, qui aurait la main sur une machine monitorée, potentiellement peut prendre le contrôle sur le cloud du fournisseur. Et on sait que des grands fournisseurs étaient vulnérables, puisque un de ceux qui était notoire, c'était quand même Apple, dont iCloud a été parmi les premiers sur lesquels la faille a été démontrée. Donc c'est pas une faille qui n'est accessible qu'à des gens, enfin qui ne tourne que chez les gens de second rang, quoi. Tous les grands du web quasiment ont la faille. Il y a du Java partout. Il y en a même sur Mars. Log4j tourne sur Mars. Alors cette vulnérabilité, elle a été découverte comment et comment elle nous est arrivée? Ça, c'est une histoire drôle. La légende dit que la vulnérabilité a été découverte par un inconnu qui s'en est servi pour exploiter les serveurs Minecraft, puisqu'il existe 2 versions de Minecraft, la version Bedrock et la version Java. Et la version Java est extrêmement utilisée parce qu'elle est modable, et donc tous les serveurs Minecraft en ligne utilisent la version Java. Et apparemment, les premières tentatives d'exploitation ont été identifiées dans ce domaine. Alors évidemment, c'est difficile à vérifier, peut-être que la faille tournait. On pense que la NSA n'avait pas la faille puisque Ghidra était vulnérable Day One. Donc, ils auraient quand même corrigé leur propre outil d'analyse de malware s'il y avait une chance qu'ils se fassent pirater en analysant des malwares étrangers. Mais voilà, la légende veut que la faille a été utilisée pour exploiter les serveurs Minecraft en premier. Cette faille, c'est probablement la plus belle faille de ces 10 dernières années. Enfin, depuis MS08, 067, on n'avait pas vu des trucs pareils, donc c'est quand même un peu dommage de gâcher sur un serveur Minecraft. C'est Alibaba Cloud qui l'a sorti vendredi, je crois. Après, c'est ça, oui, ce sont les chercheurs d'Alibaba Cloud qui ont vu les changements sur les correctifs sur Log4j et qui ont vu que c'était une faille de sécurité et qui ont communiqué là-dessus. Alors, les gens disent c'est un 0-day, mais pour vous, c'est un 0-day c'est une faille quand même connue, là. C'est compliqué à dire. Disons que maintenant qu'il y a le correctif, mais après, il faut être capable de le déployer, le correctif. Donc, il y a aussi des workarounds. Il y a quelques workarounds qui sont assez efficaces, en particulier celui d'activer une variable qui bloque la résolution DNS. Mais disons que vendredi, c'était une 0-day. Et aujourd'hui, un peu moins. Et en fait, je pense que dans l'origine, il y a quand même des choses intéressantes dans l'origine. C'est-à-dire que la trace, c'est la publication 2016 Black Hat sur les exploitations de désérialisation JNDI. Eux-mêmes, ils se réfèrent à des attaques qui ont eu lieu d'un APT gouvernemental en 2015 sur la Maison Blanche et sur l'OTAN. Du coup, on peut se dire que c'est les techniques qui sont connues, exploitées depuis un sacré bout de temps. Comment est-ce que ce truc-là est arrivé dans le monde des gamers minecraftiens pour se faire des farces, alors qu'il y avait le potentiel de pirater la Terre entière? Le chemin est improbable.
Quel gâchis. Ouais, c'est rassurant sur le potentiel de développement de vulnérabilité chez les plus jeunes. Mais du coup, maintenant que c'est sorti, il y a des questions de comment regarder dans le passé. Avant de parler de comment l'empêcher de se faire pirater, enfin en même temps il faut qu'on en parle, il y a vraiment des questions, c'est vu la sévérité de la faille, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer qu'on n'a pas déjà été piraté dans le passé par cette attaque? Alors ça, tu peux les regarder dans tes logs. Si tu as tes logs, tu peux essayer de les parser et rechercher ces chemins. Alors il y a eu plein de tweets sur des manières d'obfusquer, mais je pense que si ça a été utilisé dans le passé, les gens n'ont pas forcément obfusqué de façon très avancée, donc il y a moyen de retrouver dans le passé. Et puis tu vois toutes les attaques qu'il y a en ce moment, parce que maintenant c'est massivement exploité, essentiellement a priori par des Russes. Les IP d'ailleurs sont publics, vont être publiés pour les bloquer sur des firewalls ou autres. Maintenant c'est massivement utilisé et les requêtes sont assez simples et pas très très obfusquées. Est-ce que l'identification exhaustive des composants logiciels et donc de toutes les bibliothèques utilisées, y compris tout ce qui peut être du logiciel libre ou copié sur Internet, est-ce que ces choses-là, ça va permettre d'aider à l'avenir face à ces failles, puisqu'on voit apparaître ça dans un décret américain ou dans des normes comme dans l'automobile? Et surtout, ça apparaît dans l'outillage, parce que à gérer à la main, personne n'y arrivera. Hein. Gérer toute la pile des dépendances, n'y arrive pas. Mais en revanche, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, on a des notions de génération de software bill of material, des SBOM, qui sont des documents générés automatiquement dans la chaîne de déploiement, qui permet de suivre les vulnes, qui permet de suivre aussi les mises à jour. Effectivement, si tout le monde avait ce genre de choses en place, ça faciliterait énormément la remédiation, parce que on aurait des listes de composants, on pourrait tout de suite identifier ce qui est vulnérable et peut-être le corriger. Il y a une chose qui est quand même importante, à chaque fois qu'il y a une bibliothèque logicielle qui est vulnérable comme ça, c'est relativement facile de mettre à jour les logiciels qui utilisent des versions récentes. Donc très récentes, finalement, on fait une substitution, les API n'ont pas changé, on installe la version récente, alors qui plus est, là, le correctif requiert un Java pas trop ancien, à partir de la version 8, qui doit dater, je sais pas, de 2016, je crois. Enfin bon, pas trop ancien. Il y a des gens qui ont des piles Java antiques. Mais si on a une version ancienne, les API ont changé. Et donc, upgrader, mettre à jour une dépendance logicielle dont l'API a changé, ça veut dire réécrire des bouts d'application et refaire tous les tests de non-régression. Et ça, c'est un gros boulot. Et c'est le problème qu'on avait vu quand il y avait eu les failles, les exploitations de failles de désérialisation d'Ostrut. C'est qu'en fait, il y a des applications sur lesquelles faire les mises à jour parce que l'API a changé, passer à la dernière version, c'est un très gros boulot. Et ça va prendre du temps. Et entre-temps, les gens ne peuvent déployer, enfin, ils vont avoir l'alternative de éteindre l'accès à leur application ou déployer des palliatifs et en s'adaptant au fur et à mesure que les attaquants s'adaptent au contournement de palliatifs. Et là, donc, les mesures, à part la mise à jour, c'est pour beaucoup des palliatifs. Là, tu as quand même des contournements qui sont pas mal. Celui dont je parlais tout à l'heure, qui est juste de rajouter un paramètre à ta ligne de commande Java pour mettre en place une variable qui bloque tout simplement la résolution, ça, c'est déjà pas mal. Et ça tu modifies pas du tout ton Java, tu modifies pas ton code, tu as juste une variable d'environnement à rajouter. Oui, mais tu utilises des IP fixes et tu bypasses la résolution DNS. Enfin, je veux dire, au lieu d'aller sur evil.corp, tu fais un point de point de rajouter un peu de cloisonnement. Normalement, un serveur n'est pas censé accéder directement à Internet en n'importe quoi. Les attaques telles qu'elles existent aujourd'hui, si tu es bien cloisonné, si tes flux sortant des serveurs vers Internet sont soit coupés, soit très limités, tu vas pouvoir bloquer la plupart des téléchargements de code. Reste que t'es pas à l'abri de gens qui soient capables de rebondir sur un autre service où ils t'ont préchargé quelque chose que tu vas aller rechercher. Enfin, on peut le faire en plusieurs rebonds. On n'est pas à l'abri d'évolution du code d'attaque qui exploite d'une autre façon la désérialisation. Et donc, tant que la faille est présente, la vulnérabilité, elle est là. Elle est juste rendue difficile à exploiter. Elle rend obsolète les méthodes des premiers jours. Mais on est dans les méthodes des premiers jours. C'est vendredi matin qu'on a commencé à en parler. Rien ne dit que ça n'évolue pas significativement dans les prochaines semaines. Donc la faille est là. Et la faille est là à sans doute beaucoup trop d'endroits. C'est-à-dire qu'à ce stade, les équipes offensives doivent être en train de chercher partout où il y a la même librairie d'interpolation qui a été utilisée pour voir si c'est dans des chemins de variables qui viennent de l'extérieur. Donc, ce qui veut dire qu'on va voir des exploitations et on va voir des patchs en série dans les prochaines semaines et les prochains mois. Enfin, les fêtes de Noël vont être chaudes. Et le correctif, effectivement, on peut corriger. Moi, ce que j'aime bien, c'est les correctifs qui sont au niveau de la configuration de la machine virtuelle Java.
qui permet de désactiver un certain nombre de choses, mais là aussi, ça suppose que quelque part dans son application, on n'en ait pas légitimement besoin. Parce que si on a besoin de cette interpolation dans l'application et qu'on la désactive, l'application marche plus. Tout à fait. Non, mais là, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et puis, avec les fêtes de Noël, les équipes DSI et RSSI vont avoir une période très 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 compliquée. Moi, je leur souhaite vraiment bon courage. Alors, c'est quand même pas vraiment encore utilisé, par exemple, par les auteurs de rançongiciels. Alors non, malheureusement, les attaquants sont un peu débiles. Là, ils n'ont fait que déployer des crypto-mineurs, des mineurs de crypto-monnaies. Là encore, c'est gâché. Mais potentiellement, oui, il va peut-être y avoir une bascule et les gens vont commencer à mettre des rançongiciels. Donc, il faut... Hervé, les rançongiciels, ça prend du temps à déployer parce qu'au départ, tu gagnes accès à une machine, mais après, il faut que tu élèves tes privilèges jusqu'à domaine admin. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des opérateurs de rançongiciels qui ont compromis des réseaux avec cette faille, mais simplement, les effets vont se faire ressentir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc il y a des gens qui vont compromettre... Un truc sur l'exploitation. Qui vont compromettre... que j'ai vu tourner, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens aussi qui compromettent des machines AWS et au lieu d'exécuter du code, vont sortir toutes les variables d'environnement, dont tous les secrets AWS. Et ça, c'est presque encore pire parce que c'est quasi transparent, invisible. Et là, l'attaquant récupère tous tes jetons d'API, tous tes accès. Alors là, c'est vraiment la merde. Là, il y a des gens qui déploient les crypto-mineurs, mais il y a aussi tous ceux qui prennent de l'accès ou de l'information. Donc, ils te récupèrent tes clés secrètes, tes clés privées, tes logins mot de passe, toutes les configurations d'application pour ceux connectés sur les backends, des choses comme ça. Et puis il y a tous ceux qui prennent un accès et qui vont le revendre. En fait, on le voit, à chaque fois qu'il y a une grosse faille exposée sur Internet, on a d'abord une première vague de scanners qui, parce qu'ils ont peut-être pas stabilisé du code d'exploitation ou parce que c'est les chercheurs en sécurité, enfin on sait pas, mais ils scannent massivement. Et puis derrière, on a les gens qui déploient du rançongiciel. Juste derrière, quand je dis juste derrière, c'est vraiment une question de dizaines de minutes ou d'une heure ou deux. On a les gens qui prennent de l'accès. Et cela, massivement, ça se transforme en rançongiciel au bout de quelques semaines ou quelques jours, des fois quelques mois. On l'avait vu sur les failles Exchange, on a vu des gens qui se sont fait pirater dans les premières heures, mais dont ça a été transformé en attaque rançongiciel qu'au bout de 3 mois. Et en parallèle, on a tous les acteurs vraiment sérieux, les agences de rance, les criminels qui font de la fraude et des trucs comme ça, qui prennent des pieds discrètement, qui posent des implants ou récupèrent des accès qu'ils vont activer plus tard, et ensuite ils s'endorment, ils attendent que ça passe. Et puis si leur accès est toujours là après, ils reviennent. Donc quand vous disiez ça peut être des systèmes de supervision, des SOC infogérés, etc., qui sont pawnés, il va falloir que ces gens-là vérifient très sérieusement s'ils n'ont pas été compromis pendant la période actuelle, d'ici que tout soit mis à jour. Et si ça se trouve, c'est dans plusieurs semaines que les catastrophes vont arriver. Peut-être. C'est ça. On verra peut-être dans quelques semaines ou quelques mois des données volées là en ce moment et qui seront publiées, ou les effets. Oui. De toute façon, beaucoup de gens vont recevoir des mails de l'ANSSI, ne les mettez pas dans le spam, parce que généralement, ça va pas être des bonnes nouvelles. Bon, alors, l'urgence absolue, ça va être de patcher. Mais encore faut-il savoir où patcher, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la cartographie risque d'être compliquée à réaliser. Donc, dans ce contexte-là, quelles sont les pistes qu'on pourrait envisager ? C'est un des cas où avoir un WAF va être très utile, et où filtrer sur ces entrées, sur les WAF, sur les chaînes, au moins sur les préfixes des chaînes qui sont relativement reconnaissables, même s'il y a des échappements possibles, ça va permettre de réduire le bruit. Néanmoins, comme tout le monde va utiliser les mêmes filtres, les attaquants vont développer des échappements qui vont finir par y échapper. Mais au moins, dans l'immédiat, ça permet de réduire l'exposition. Et comme vous l'avez dit, filtrer en sortie. Vraiment couper les flux de sortie des serveurs vers Internet. Il faut tester, mais la plupart des applications n'ont pas besoin de parler Internet pour autre chose que télécharger des mises à jour. Et encore, c'est les téléchargements des mises à jour d'OS. Si vous avez un miroir local, ça marche très bien. Bref, les DMZ devraient être rentrantes, pas sortantes, quoi. Tout à fait. Il y a quand même aussi le problème des logiciels sous licence qui vont faire du callback chez l'éditeur pour vérifier que la licence est toujours à jour et qui se désactivent s'ils n'ont pas réussi à contacter l'éditeur au bout de X jours. En fait, la vraie bonne pratique, c'est de pas laisser sortir. Voilà, tu mets un proxy, tu whitelist les directions légitimes sur ton proxy, et tu bloques tout le reste. Et en plus, comme ça, tu as un point de contrôle pour voir si tu peux identifier tes machines compromises, parce que tu les vois bloquées dans tes logs de proxy.
Et si tu l'as pas configuré en amont, tu peux jouer avec iptable ou ton pare-feu favori pour rediriger les flux sortants 80, 443, 80, 80, 80, etc. vers ton proxy favori. Il me semble aussi important de mentionner les solutions de virtual patching qui permettent de limiter les risques de la vulnérabilité tout en donnant du temps aux équipes pour qu'elles puissent mettre en œuvre les patchs. Enfin, ça, c'est souvent intégré au WAF, mais en fait, ce qui me dérange avec ça, ok, c'est bien si tu as ton SI un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as un WAF, une entrée Internet, 3 serveurs derrière, mais aujourd'hui, les SI sont tellement éclatés, c'est-à-dire que tu as certaines web agencies qui auto-hébergent ton appli, d'autres qui l'ont mis chez AWS, d'autres qui l'ont mis chez Google. C'est tellement compliqué maintenant. Enfin, avoir le référentiel exact de tout ce que tu as, ça devient vraiment difficile. Alors, tu as des solutions de virtual patching qui sont déployées en mode HIPS, donc qui sont déployées en local sur chacune des machines. Mais en fait, le problème, c'est que ton virtual patching, c'est finalement, ça revient à du filtrage sur les entrées et sorties. Et donc, comme il n'y a pas 150 marques de WAF, ou d'équipements qui font fonction de WAF, les règles qui vont être déployées vont être connues des attaquants et ils vont développer des échappements. Mais oui, tu gagnes du temps. Dans le pire des cas, tu réduis au moins le niveau de bruit de ce que tu reçois. Parce que tu vas filtrer tous les scans débiles. Faut compter, et ça va te permettre de gagner quelques heures, mais il y a déjà des échappements qui ont été développés. Il y a déjà des gens qui postent sur Twitter comment échapper aux expressions régulières les plus communes. Donc c'est déjà le cas depuis, moi j'ai vu les premières arriver dans l'après-midi du samedi. Donc oui, ça c'est utile, non, c'est pas suffisant. Bien sûr, ouais, idéalement, il faut patcher. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit post-mortem sur comment est-ce que la faille a pu se retrouver dans le code sans que personne ne jette un œil? Ou est-ce que c'est hors sujet? Ah bah, la fonctionnalité, elle a été demandée par quelqu'un en 2013, c'est pas si loin. On se demande pourquoi. Et puis, bah, voilà, les deux développeurs bénévoles de cette bibliothèque, bah, ils l'ont fait, il fallait pas. Moi, ça me rappelle beaucoup YAML, donc, qui est un format théoriquement texte que tu peux éditer à la main avec n'importe quel éditeur de texte. Et pour une raison que j'ignore, il supporte la syntaxe point d'exclamation, langage / objet, qui permet de mettre n'importe quel objet à l'intérieur qui va être désérialisé et exécuté. Et ça marche avec Python, ça avec Java. Et du coup, il y a eu exactement le même genre de problème il y a quelques années, quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, un fichier YAML qui était censé être du Markdown, donc un fichier de texte, un fichier de config, en fait, tu pouvais mettre du code dedans et que ça allait être exécuté par la plupart des librairies standards. En fait, on est encore dans un cas où les librairies standards ont beaucoup trop les bibliothèques standards, pardon, Hervé, ont beaucoup trop de fonctionnalités par défaut et des fonctionnalités que très peu de gens utilisent mais qui sont actives par défaut et que les développeurs ne connaissent pas. Pour moi, c'est ça le problème fondamental. Fondamentalement, c'est ça, mais c'est en particulier le cas de tout ce qui est fonctionnalité qui permettent d'appeler un élément extérieur. Vraiment, c'est assez rigolo parce que c'était un sujet de discussion pour moi la semaine dernière et en fait on constatait que ces derniers temps il y a énormément de vulnérabilités qui ont été publiées sur les protocoles handlers. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'écrire un URL quelque part avant de l'afficher. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'accède à une première application qui accède à une seconde application dans un environnement où elles sont supposées de confiance. Et il y a eu des failles qui ont été publiées, qui ont été corrigées dans Thunderbird ce mois-ci là-dessus. Il y a eu des failles dans Office qui ont été publiées là-dessus le mois dernier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement propice parce qu'effectivement, c'est très difficile à limiter à partir du moment où n'importe quelle chaîne de caractères peut contenir quelque chose qui va être interprété. Et oui, c'est des fonctions, on devrait avoir des manipulations de chaînes de caractères où ça ne soit activé que explicitement, et quand on l'appelle, on devra dire do something crazy égale true, et puis et on saurait que là, on a un vrai risque. Or, effectivement, dans beaucoup de cas, la praticité passe avant la sécurité. Ce qui est effectivement le cas de YAML, puisque suite à ces failles, la fonction par défaut dans la plupart des librairies s'appelle YAML.load, et ils ont rajouté safe_load. Donc en fait, le développeur doit explicitement appeler la version sécurisée de l'API s'il veut pas avoir d'exécution de code, ce qui, à mon avis, est une violation fondamentale du principe
d'OpenSSH et autres, enfin d'OpenBSD, qui est on n'expose pas un service tant que l'utilisateur n'a pas explicitement demandé à ce qu'il soit activé et qu'il n'a pas confirmé qu'il en avait besoin. Et c'est quelque chose qui, dans les librairies, les API et autres, aujourd'hui, les développeurs mettent trop de fonctionnalités dont absolument personne ne se sert. Bien, donc en conclusion, les recommandations les plus importantes. Oui, alors... Prévoir de tenir dans la durée, parce que ça va pas être réglé en quelques jours. Oui. Donc ne vous cramez pas en faisant une semaine de 80 heures, ça sert à rien, il y aura une deuxième semaine de 80 heures derrière, et puis une troisième, une quatrième. Le filtrage des flux, ça marche. Le filtrage des flux, c'est vraiment quelque chose... on a peut-être vendu le zéro trust dans tous les sens, mais l'état de l'art aujourd'hui, c'est de filtrer les flux. Quand on aura la maturité de tous faire du zéro trust, on en reparlera, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Et les serveurs n'ont pas à parler à n'importe qui, à n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et ça aujourd'hui, ça couvre l'essentiel des attaques. Pardon ? Surtout le filtrage sortant. Oui, le filtrage sortant, oui, le filtrage en mais rentrant. même aussi quand même. Oui, mais si le serveur est là, c'est qu'il doit recevoir quelque chose quand même. Et la plupart des attaques passent par des flux légitimes. Puis en parallèle de la correction et de l'application des correctifs, pensez aussi quand même à regarder en parallèle régulièrement vos logs pour savoir si c'est exploité et si quelqu'un essaie de vous pirater ou même vous a piraté et a sorti des choses. Et bon courage. Hein. Dernier point, le CERT-FR a publié un bulletin qui est mis à jour au fur et à mesure, sur lequel il pointe aussi vers les principales sources extérieures. J'invite nos auditeurs, on le mettra sur le site No Limit, j'invite nos auditeurs à s'y référer. C'est, je pense, une très bonne référence. Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.